Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Mar Al-Biya pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Algérie, faut-il rompre les relations diplomatiques notamment avec la France? C'est le titre de l'émission. Selon la presse algérienne, les médias algériens maintenant qui pour certains font de la polémique, d'autres coller de la colère, d'autres de la propagande, d'autres qui instrumentalisent en tout cas une presse donc qui parle de manœuvres agressives. On en parle maintenant depuis plusieurs jours dans le cadre de nos antennes. Une information sensationnelle pour certains, du spectacle aussi pour deux, révélé notamment le 7 décembre dernier par la chaîne Al24 News avec ce reportage. Elle repose sur le témoignage d'un Algérien de 35 ans présenté comme un ancien djihadiste qui affirme avoir été recruté en 2022 par la DGSE française, la Direction générale de la sécurité extérieure, donc notamment pour mettre en œuvre un certain nombre de manipulations pour déstabiliser l'Algérie. Alors derrière ça, Stéphane Romatet, ambassadeur français à Alger, a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères. Mais encore une fois, tout ceci, c'est toujours selon les médias. Il n'y a aucune sortie officielle de la part du pouvoir et de la diplomatie algérienne. Une convocation qui a donc apparemment sonné comme une sévère mise en garde. Un document qui affirmait, je vous le disais, qu'un plan machiavélique avait été brillamment déjoué par les services de sécurité algériens. Une rencontre qui a signifié la ferme réprobation des plus hautes autorités algériennes face aux nombreuses provocations et actes hostiles français en direction de l'Algérie. La DGSE, vous l'avez compris, aurait apparemment mené un certain nombre d'opérations et de manœuvres agressives ciblant les institutions de la République algérienne. Voilà ce qu'on a pu lire dans la presse algérienne, des manœuvres dans le but évident, je cite, de déstabiliser et de nuire gravement à notre pays. Donc la patience a des limites, a rétorqué notamment la presse. D'après la presse, en tout cas, c'est ce que dit le pouvoir. Donc on en parle ce soir avec plusieurs questions. Derrière, la France officielle a répondu. Par contre, c'est Jean-Noël Barrot qui a qualifié dimanche dernier donc les accusations de déstabilisation formulées par l'Algérie à l'encontre des services secrets français de fantaisistes et d'infondés. Voilà comment qualifie le ministre des Affaires étrangères, qui n'a pas nié d'ailleurs le fait que l'ambassadeur a été donc reçu par le ministre des Affaires étrangères algérien, mais encore une fois, rien n'est officiel. Voilà, plusieurs questions qui se posent aujourd'hui. Est-ce que cette presse est aux ordres d'un régime qui surfe sur le nationalisme, le complotisme, la main étrangère pour faire oublier un certain nombre d'échecs, notamment le pouvoir d'achat, l'économie ou encore les libertés des médias aussi qui se substituent peut-être à la diplomatie, une bonne diplomatie, vous me direz peut-être, révèle-t-elle venant peut-être plus d'une bonne communication, entretenir de bons rapports dans les intérêts du pays. On va essayer de comprendre aussi la puissance et la place de la diplomatie algérienne. Est-ce que le régime aujourd'hui, le pouvoir algérien, est-il autant affaibli au point de ne pouvoir réagir à ce genre d'accusation très grave, puisque aucune réaction officielle est actuellement donc annoncée de la part du pouvoir algérien? Le plaisir de recevoir mon ami confrère, éditorialiste politique, journaliste, Djamaldine Benchenouf. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vos invités, à vos téléspectateurs. Merci de m'avoir invité, Chaban. C'est moi et c'est nous qui vous remercions. Le plaisir de vous retrouver, bien évidemment, Djamaldine, chaque soir sur nos antennes. Est avec nous aussi le président de Riposte International, Ali El-Djoudi. Bonsoir. Bonsoir, Chaban. Bonsoir aux téléspectateurs. Et bonsoir à mon ami Djamal Benchenouf. Un plaisir de me retrouver avec lui sur le même plateau. Merci infiniment. Merci à tous les deux. Djamaldine Benchenouf, je vais commencer par vous. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre d'attaques d'un côté, des attaques aussi de l'autre. Alors la France qui réagit beaucoup au sein de ses médias, mais au sein peut-être de sa diplomatie, notamment sur des éléments bien précis. On écoutera tout à l'heure notamment le ministre de l'Intérieur, Retailleau, qui parle d'une réciprocité dans le cadre de certaines coopérations, mais en évoquant notamment l'affaire de Boualem Sansal. Mais avant ceci, Djamaldine Benchenouf, à quoi rime selon vous
ce reportage télé, ces affirmations, cette presse derrière qui fait des annonces, et un pouvoir algérien, une diplomatie algérienne, mais totalement ignorante, totalement absente. Il n'y a aucune sortie, aucune déclaration, mais des accusations assez graves envers l'État français. C'est Ali Maïdjoudi. J'ai beaucoup de plaisir d'être avec lui dans la même émission. Qu'est-ce que j'allais dire? Pour répondre à votre question, mon cher ami, c'est réellement, pour essayer de donner une image qui puisse illustrer un peu ce qui se passe dans notre pays. C'est vraiment titanique au moment des violents, au moment où tout le monde s'apprête à mettre les canaux de sauvetage à la mer pour commencer à sauver les pontes du régime, les plus riches, et leurs familles. Et vraiment, nous sommes en train d'assister à un naufrage, un débâcle multidimensionnel dans toutes ces dimensions économiques, politiques, sociétales. Les Algériens qui fuient leur pays en milliers par mois. Et la harga, c'est pas seulement la traversée à bord des botés ou des go fast. C'est aussi la harga à travers les visas de gens qui prennent le visa et qui ne reviennent plus. C'est aussi la harga à travers les étudiants qui s'inscrivent pour continuer leurs études à l'étranger et qui ne reviennent plus. Mais à un point où les proportions de gens qui ne reviennent plus à travers les bourses ou les visas, aujourd'hui, je n'ai pas le pourcentage, mais j'imagine que ça doit dépasser les 60-70%. À tel point que les États européens sont en train de réfléchir à vraiment ne plus accorder de visa que pour les gens dont ils sont assurés qu'ils reviendront au pays. Ce qui se passe, c'est plus qu'une caricature. Laissez-moi vous dire, mon cher ami Chaben, imaginez les accusations qui ont été relayées par la presse algérienne dont tout un chacun sait, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Je ne donnerai que deux exemples, l'APS et El Moujahid. L'APS qui qui dépend directement de la présidence. Et quand je dis de la présidence, c'est les conseillers, les commis qui écrivent et qui donc ils n'écrivent que sous la dictée personnelle de M. Tebboune en personne. Je vous laisse imaginer qui, dans l'entourage du président, oserait dire la France macronito-sioniste. Il faut que ce soit Tebboune en personne qui dicte ou qui donne son feu vert à une telle sortie. Ça ne peut pas. Personne ne peut risquer de perdre son emploi ou de se retrouver dans de graves difficultés s'il n'a pas l'autorisation par Tebboune lui-même et par la junte militaire d'utiliser une telle formule. La France macronito-sioniste. En plus, on nous apprend donc que l'ambassadeur de France a été convoqué. D'accord. Bon, tout le monde sait qu'il a été convoqué à la suite de la prise de position française, de la présidence française, sur la thèse marocaine pour le Sahara occidental. Et donc, le pouvoir a vu rouge. Mais le problème, c'est qu'il a réagi contre cette position de la France, mais il n'a pas réagi pour les mêmes positions d'autres pays, comme les États-Unis, les pays arabes, les pays européens, qui ont opté pour la même thèse, et parfois plus, qui ont opté pour la marocanité du Sahara occidental. Pourquoi seulement la France, d'abord? Pourquoi? C'est pas normal. On ne peut pas continuer à entretenir des relations privilégiées avec d'autres pays qui sont dans la reconnaissance de la marocanité du Sahara, comme l'Égypte, par exemple. Où Tebboune, il a fait des boussades à ne plus en finir avec le Sisi, et pour la France, il sonne
l'Alali, il crie c'est incroyable. Mais en plus, mon cher ami, en plus, les accusations qui ont été portées par la presse, notamment le Moujahid, qui parle de choses gravissimes, que les services algériens ont le mérite d'avoir inventé un complot d'une très grave ampleur, et qui se résume en quelques mots, que la DGSE a organisé des réunions secrètes pour le recrutement en Algérie d'anciens terroristes. D'abord, l'APS sur ce registre, pas un mot, rien. Alors que d'habitude, c'est l'APS qui est à l'avant. Mais comme ils veulent donner l'image de, soi-disant, Zama d'une presse qui est libre et qui s'exprime en dehors des canaux officiels. Zama, El Moujahid est un journal libre. C'est comme ça qu'ils répondent, eux, de façon officielle et en coulisses. Ils disent, pourquoi nous, est-ce qu'on vous plaint lorsque la presse française attaque l'Algérie? Vous dites que c'est la presse française est libre. Eh ben nous aussi, c'est la même chose. La presse algérienne est libre. Elle a exprimé une chose. Ça ne nous engage en rien. Alors imaginez le Moujahid qui décide de relayer de telles informations. Or, il se trouve, et je vais en finir là, Chabal, pour laisser mon ami Célie s'exprimer. Or, on n'a jamais vu de telles accusations porté par le journal le plus important, soi-disant, alors que c'est le moins lu en Algérie, le Moujahid, qui parle de graves complots par la DGSE qui aurait organisé des réunions à l'intérieur même de l'Algérie, qui a été déjoué par les services, etc. Or, il n'y a pas eu de communiqué des affaires étrangères. Il n'y a pas eu de communiqué dans le site du ministère des Affaires étrangères. Il n'y a pas eu la moindre déclaration de n'importe quelle personnalité politique du gouvernement algérien. Et là, les gens se posent des questions. La deuxième question, et j'en aurai fini, Chabel. Quand il y a de telles accusations, c'est très grave. L'ennemi extérieur qui vient chez nous et qui recrute des terroristes pour déstabiliser, hein, c'est le mot utilisé par le Moujahid, l'Algérie, on rompt les relations diplomatiques. On ne convoque pas l'ambassadeur. Et c'est le président de la République en personne qui s'exprime. C'est le ministre des Affaires étrangères algérien qui s'exprime. Or, pas un seul mot, pas une seule parole. Vous avez raison, Djamaldine. À l'heure actuelle, sachez que l'ambassadeur qui a été convoqué, alors on confirme qu'il a été convoqué par la diplomatie algérienne, parce qu'on rappelle que le ministre donc, des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a acquiescé le fait que M. Romaté a été convoqué et qu'il a même, donc, je le rappelle, officiellement réagi en qualifiant ces accusations de déstabilisation de fantaisistes et d'infondées. Avec nous, Alia Djoudi, rebonsoir, président de Riposte International. On a un reportage télé qui passe dans un pays. Ce pays, c'est l'Algérie, avec des graves accusations envers un pays. Ce pays, c'est la France. Vous me direz, les presses et les télés ont le droit de dire, de tourner, de dire ce qu'elles veulent, mais ce sont des graves accusations qui relèvent quand même de relations importantes entre deux États de sécurité extérieure, intérieure. Et en l'occurrence, encore une fois, on a ici peut-être la présence de... Vous allez nous expliquer, vous nous donnez votre analyse, mais peut-être d'un amateurisme, d'une diplomatie totalement absente, d'une presse qui est utilisée pour instrumentaliser, ou peut-être même pour certains de faire diversion, parce qu'il y a des problèmes en Algérie de liberté et d'économie. Comment vous analysez cette situation, Alia et Djoudi? Oui, merci Chaban. Tout d'abord, il est souhaitable de te dire que je soutiens aveuglément mon pays. Tout citoyen est de son devoir de soutenir son pays. Malheureusement, nous avons un pouvoir monteur, un pouvoir spécialiste dans les scénarios de bas niveau. 60 ans après, on pleurniche, on pleure, on dit que les échecs, la situation de l'Algérie aujourd'hui est
sa cause, et c'est la France qui est la cause de nos malheurs. D'un côté, oui, parce que la France est la cause de nos malheurs du moment qu'il soutient son pouvoir. C'est plutôt l'inverse. C'est le malheur du peuple. Mais cette France a tout le temps été du côté du pouvoir. Nous avons organisé des marches de 42 à 48 000 citoyens sur les rues de Paris. La presse française ne s'est pas déplacée. La presse française ne parle que rarement de l'Algérie. Je pense que c'est déjà un soutien. Quand on ferme les yeux sur un régime totalitaire, sur un régime qui jette en prison tout citoyen qui s'exprime, qui exprime même une idée qui ne s'inscrit pas dans la logique du pouvoir, il est en prison. Eh bien, la France officielle et la France des médias ont tout le temps été du côté de ce pouvoir. Donc, c'est une preuve que ce pouvoir est un menteur. Un. Deuxièmement, un pouvoir qui est spécialiste dans le mensonge. En 78, c'est Cap Siglé. Et depuis un moment, c'est Ben Halima, c'est Dahdouh, alors la série des Dahdouh, c'est série 1, série 2, série 3. Et là, on arrive pour nous vendre un mensonge. On nous présente un terroriste. La logique des choses. Un terroriste doit être condamné, doit être en prison. Eh bien, on nous présente un terroriste comme un héros national qui a déjoué les manœuvres de cette France, la cinquième puissance. Il pouvait faire tout ce qu'il veut dans ce pauvre pays parce que nous avons le message envers le peuple, selon vous, quand on a un reportage télé, effectivement, où on a apparemment un présumé djihadiste ou terroriste, etc., dans un reportage où rien n'est contredit, etc. Il est aujourd'hui, il est libre, comme vous dites, la justice n'est pas là. Un pouvoir aussi totalement absent qui ne vient pas démentir ou affirmer aussi ces accusations assez graves. C'est quoi le message? C'est d'instrumentaliser, c'est de faire diversion, c'est de dire bon bah c'est pas très grave, la France n'est pas important. Quelle est votre vision? C'est juste pour c'est-à-dire pour susciter c'est-à-dire l'indignation du peuple algérien pour que le peuple soutienne le pouvoir contre le danger étranger. Alors tout ça, c'est des mensonges. On a vu que les séries des Dahdouhiens ne s'arrêtent pas. C'est Dahdouh qui a essayé de rentrer des 35 fusées par biais de la douane et de la PAF. Et aujourd'hui, on nous vend un héros national, alors que c'est un terroriste qui est djihadiste, qui doit être en prison parce qu'il représente un danger sur le peuple et la sécurité de l'Algérie. Malheureusement, ce pouvoir aveuglé par sa myopie, par sa manque de stratégie, son manque de vision, eh bien, on nous vend un scénario de bas niveau, comme quoi ils ont déjoué un grand complot contre la France. Alors que le problème, c'est que le pouvoir est en train de jouer avec les intérêts du peuple. Nous savons bien que ce pouvoir qui se maintient grâce au soutien de la France, grâce aux militaires de l'armée française, grâce au clan de Oujda installé par le général de Gaulle, eh bien, malheureusement, ils sont en train de jouer avec les intérêts. Nous avons la plus grande diaspora, communauté étrangère en France. Les chiffres ne sont pas clairs, mais il varie toujours entre 4 et 6 millions avec les binationaux. Et les intérêts entre l'Algérie et la France, ils sont énormes. Les intérêts du peuple, les transactions commerciales des petits commerçants, les étudiants, les soins, vous savez, il n'y a pas une région qui n'est pas liée à la France, soit par un commerce, soit par des études, soit par autre chose. Eh bien, malheureusement, ils veulent couper justement, couper ce peuple de ce soutien, de ses intérêts à l'extérieur. Et
vous savez, Jamal l'a si bien dit, les intérêts de la mafia, de ce pouvoir qui nous commande depuis 60 ans, ils sont sauvegardés. Ils ont tous, d'ailleurs l'Algérie, c'est le plus grand pays qui a le plus grand nombre de passeports diplomatiques, sont diplomates. Tous les citoyens, proches, amis, cousins de ces généraux, de ces directeurs, de ces ministres ont des passeports diplomatiques. Leurs enfants, leurs maîtresses, leurs filles, leurs proches, eh bien, ils passent avec un passeport diplomatique, du voyou qui passe avec des passeports diplomatiques au nom du peuple algérien. Donc, le problème, c'est que cette mafia n'est pas touchée par cette rupture. Ceux qui sont touchés, c'est le peuple qui, malheureusement, qui ne trouve pas son compte dans son pays, eh bien, couper des relations. D'ailleurs, le pouvoir algérien est considéré comme un régime non sérieux, voyou, un pouvoir pour un oui, pour un non. Il se précipite pour couper les relations, rompre les relations avec des pays. Un pouvoir qui coupe le gaz à un pays frère pendant l'hiver, c'est criminel. Personne ne prend le pouvoir algérien pour un pouvoir sérieux. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'à chaque fois le président ouvre sa bouche, c'est pour causer des catastrophes, c'est pour annoncer des chiffres erronés, mensongers. Nous sommes devenus la risée du monde, pas seulement de l'Afrique, malheureusement. Restez avec nous, Ali Edjoudi, on va revenir, je vais revenir vers vous deux, messieurs. On va écouter ici, alors effectivement, c'est une question qui se pose ce soir, hein, cette question sur ces relations, est-ce qu'elles doivent continuer, est-ce qu'elles doivent durer à l'heure actuelle? On a un chef d'État algérien qui parlait d'une rencontre historique, d'ailleurs Jamal Eldin Benchenouf nous le rappelait aussi dernièrement, cette rencontre aussi amicale chez Madame Meloni en Italie, et puis derrière on a aussi un président algérien il y a quelques semaines qui disait « je n'irai pas à Canossa », on écoute le président algérien. Je crois que c'est un rendez-vous à ne pas rater, de l'histoire. Hein. Pas un rendez-vous entre le président Macron et le président algérien, non. Pardon, vous dites un rendez-vous de l'histoire. De l'histoire. Et pourquoi? وصلنا لمرحلة النضج باش نشوف الأمور كما يجب أن تكون. كما يجب أن نراها. مش عاطفيا ولا. حول الزيارة، هل الزيارة لازالت قائمة أم أنها ألغيت لفرنسا؟ Je n'irai pas à Canossa. Je n'irai pas à Canossa. Voilà les mots du chef de l'État algérien il y a quelques jours, alors qu'il y a cette visite tant attendue, il y a ces poignées de main. Jamal Eldin Benchenouf est avec nous, journaliste, éditorialiste politique. Jamal Eldin, on pourrait passer des heures et des heures à parler des relations entre l'Algérie et la France, entre la France et l'Algérie à tous les niveaux. Il y a cette histoire, il y a ces relations. J'aimerais aussi avec vous deux, messieurs, qu'on prenne un peu de hauteur, les Algériens, les Algériennes, le monde entier se pose cette question. Où est ce pouvoir, où est ce régime, où est cette diplomatie, cette puissance dont nous parle énormément le chef de l'État, dont parle énormément le régime, sa place notamment sur l'échiquier international? Un pays tout de même qui s'est quelquefois isolé, je pense à l'Espagne, bon, la France, le Maroc, la problématique des BRICS, les Émirats, le Niger, le Mali, une diplomatie qui devient de plus en plus compliquée en Algérie. Jamal Eldin, avoir un peu de la hauteur et avoir un peu votre analyse. Un monde qui bouge aujourd'hui, il y a des crises géostratégiques, il y a des conflits un peu partout, il y a la région du Sahel, on voit ce qui s'est passé aussi en Syrie. Le peuple a besoin peut-être de savoir que réellement, il y a des hommes et des femmes qui tiennent le pays, qui dirigent, qui ont une diplomatie forte et puissante. Avoir cet amateurisme, ces accusations gravissimes, ces injures, ces insultes sans que personne derrière réagisse, y a-t-il réellement une diplomatie qui dirige ce pays? Ça sera la même question derrière, pour ne pas la répéter, à Ali Edjoudi. Jamal Eldin. Vous savez que ce pays qui prétend aujourd'hui, Tebboune notamment, depuis que Tebboune
est à la tête de ce régime depuis qu'il a été installé, non pas élu par les Algériens, mais installé par la junte qu'on connaît, ou par un consensus entre des membres de cette junte, qui vient d'être élu par les élections présidentielles les plus scandaleuses de l'histoire de l'Algérie indépendante, dont les Algériens ne savent encore rien, et qui tomberont de haut lorsqu'ils en connaîtront les détails, celles qui ont valu à Mohamed Cherfi d'être chassé, dont le vrai chiffre, normalement, n'est pas de 22% comme ils l'ont. Vous imaginez même 22%. Est-ce que vous imaginez un président de la République dont on nous disait un mitboun populaire qui va faire le raz-de-marée? Sidine, on retient le chiffre de 22%. Vous imaginez un président élu à 22%? Or, avec un Mohamed Cherfi qui avait parlé de catastrophe, de Kalita, qui dirigeait les élections à l'époque. Évidemment, mais c'est un scandale. Et le vrai chiffre n'est pas de 22%. 22%, c'est un chiffre qui est issu du bourrage de dernière minute. D'abord, rappelez-vous, on nous avait annoncé 48% de participation. Et puis, il y a eu ce qui s'est passé. On ne sait pas encore les détails, donc je ne vais pas me hasarder à spéculer moi-même. Mais en l'espace de 4 heures, le chiffre communiqué par le président de l'ANI, de la haute autorité de surveillance des élections lui-même, Cherfi, il a été revu à la baisse à plus de 50%. Il est passé de 48% à 22 ou 23%. Imaginez un pays où les élections présidentielles sont à 22% de participation, avec un taux de Tebboune dont il nous avait dit qu'il avait été élu quelque chose comme 90%, avant de le réduire pour ne pas le faire passer pour une élection de maréchal africain. Et il a donné les chiffres qui lui ont été retranchés aux 2 candidats qui ont bien voulu jouer le rôle du lièvre. Mais sinon, ce qui se passe dans ce pays, et pour revenir à un autre sujet, en ce qui se passe maintenant, ce régime qui affirme que l'Algérie est une force de frappe, une puissance régionale, la 3e économie mondiale. Vous imaginez le scandale. Tebboune, depuis la tribune des Nations Unies, il avait affirmé que la capacité de dessalement de l'eau de mer d'Algérie est de 1,3 milliard de mètres cubes. Ça veut dire la quantité, ou plus peut-être, de la planète entière. L'Algérie à elle seule, elle produit plus que toute la planète, plus que l'Arabie Saoudite, plus de 100 fois la production de l'Arabie Saoudite qui est en tête. Dessalement de l'eau de mer. Il reçoit le secrétaire d'État américain. L'Algérie qui ne produit que 3 à 4 millions de tonnes de blé par an. Il lui déclare que l'Algérie, et il utilise le mot facilement, et c'est passé, on l'a vu tous sur YouTube, l'Algérie est en mesure de produire 30 millions de tonnes de blé, plus que le Canada, qui est le 5e producteur mondial. Voyez un peu, il ne joue pas sur le reste, le système de la santé d'Algérie et de l'Afrique. Ça n'est qu'une fiction. D'ailleurs, on se pose la question où est Ahmed Attaf actuellement? C'est le ministre des Affaires étrangères. Il a été reconduit, si je ne me trompe pas. Où est-il dans une telle affaire? On a un Jean-Noël Barrot tout de même. Alors, on aime ou on n'aime pas la France. Le problème, il n'est pas là. Mais en tout cas, qui s'exprime et qui répond à des questions sur des plateaux télé. Où est Ahmed Attaf dans cette affaire? En résumant un peu tous ces éléments-là, c'est que aujourd'hui, c'est quoi? Les Algériens sont dirigés par une fiction, par un scénario fictif? Oui, mais quand vous voyez la réaction de la France à de telles accusations gravissimes, la mesure avec laquelle a réagi l'État français. Moi, je ne parle pas des extrémistes, je ne parle pas des Zemmour et des gens de gauche à droite qui font un fonds de commerce de l'Algérie pour attiser les feux de la détestation, du racisme. Moi, je parle de l'État français. L'État français a réagi de façon mesurée, apaisée, alors que les accusations portées contre lui sont très graves.
Mais c'est un peu comme s'ils ne prenaient pas ces gens au sérieux. Mais sinon, Chaban, le plus grave dans tout ça, c'est que ce régime, vous savez pourquoi il entretient très, très savamment, très intensément cette rente mémorielle qui a fait de la détestation de la France une sorte de profession de foi, qui est enseignée à l'école fondamentale, que les Algériens prennent au biberon depuis tout petit, pour détester la France. La France, par exemple, qui a été occupée par les Allemands, à peu près, quand est-ce qu'ils se sont libérés des Allemands? En 1945. Ça veut dire que c'est pas très loin, 1945-1962. Aujourd'hui, vous ne trouverez jamais un Français montrer du doigt l'Allemagne, l'accuser d'avoir fait ceci, cela. Mais ça n'existe pas, ça. Mais pourquoi le régime a-t-il fait de cette question mémorielle un fonds de commerce? C'est tout simple, parce que ça lui sert à fixer dans les esprits des Algériens qu'il contrôle totalement, qu'il a plongé dans un coma politique, qu'il a anesthésié politiquement au point où l'Algérien aujourd'hui ne peut même plus faire appel à sa pensée. Pourquoi ils ont fait tout ça? C'est pour inséminer l'idée dans l'esprit des Algériens que ce régime est le digne héritier, le digne continuateur des révolutionnaires qui ont libéré l'Algérie. Ça veut dire ceux qui ont libéré l'Algérie. Ils ont combattu la France quand la France occupait le pays, quand la France tuait les gens, quand la France prenait les terres des gens. Mais une fois que l'indépendance est arrivée et que la paix est revenue et que nous avons 5 entre 5 et 7 millions d'Algériens, dont beaucoup sont français, dont beaucoup sont binationaux, qui sont algériens de souche, on essaye de construire, on essaye de positiver, d'apaiser les esprits. Mais Houma, ils ont besoin d'attiser cette haine de la France, alors que, et c'est là où ces gens n'ont pas de limite, mais ils n'ont pas de pudeur. Quasiment tous les barons du régime, passés ou présents, tous presque, ont des biens en France. Ils blanchissent l'argent de leur butin, de l'argent qu'ils ont volé aux Algériens en France. Et la France s'est prêtée à cette scélératesse. Elle leur permet de blanchir leur argent en France pour les tenir, justement. Et il y a aujourd'hui des fortunes qui se comptent en centaines de millions et en milliards d'euros qui appartiennent à des personnalités algériennes et qui sont le fruit du blanchiment d'argent issu de la surfacturation dans les importations. Il y a des milliards de dollars qui ont été volés en valises d'argent qui ont passé les douanes françaises et qui ont été blanchis pour acheter des hôtels, des villas, des biens en toutes sortes. Je sais pas si vous m'entendez, Jamaldine. Pardon? Oui, vous m'entendez. Je reviens à vous, Jamaldine. Est avec nous Ali Djoudi. Je ne vais pas répéter la question, mais dans ce contexte actuel, une puissance, une place dans l'échiquier international, par qui est gouverné, par qui est dirigé les Algériens, les Algériennes dans ce contexte assez particulier, ces crises stratégiques, ces conflits, un pays qui s'isole. Où est Ahmed Attab dans cette histoire? Pourquoi n'y a-t-il pas un pouvoir qui prend vraiment la parole, comme aussi a pu le faire une diplomatie algérienne pour répondre officiellement? Oui, d'abord la question qu'on se pose, est-ce qu'on a réellement une véritable diplomatie? Ahmed Attaf, qui appartient au siècle passé, on a vu son rôle quand il a insulté les héros de l'opposition, de la révolution, quand il a traité un accord d'un non-événement. Donc, quelqu'un qui a mis sur le dos toute l'opposition de l'époque. Et puis, nous avons des représentants d'un clan, d'un pouvoir illégitime qui se mettent en pouvoir grâce à l'armée, grâce à la violence, grâce aux forces de répression. Eh bien,
et la grande majorité de nos consulats, de nos ambassades, c'est les progénitures de ces généraux, de cette mafia qui gèrent justement. On n'a qu'à vérifier le comportement, à regarder le comportement des fonctionnaires de ces consulats, de ces ambassades, comment ils traitent le pays comme le peuple comme du bétail. Donc, juste pour dire que on n'a pas de diplomatie, nous avons un semblant d'État. Il y a un pouvoir militaire qui gère la situation derrière le rideau. Et on a un pouvoir de façade. Et Mohamed l'a si bien dit, le pouvoir est en dehors des institutions et pas à l'intérieur de ces institutions. Et nous sommes gouvernés par des fantômes. Et ils nous ont mis des médiocres à la façade et sont derrière le rideau. Et malheureusement, c'est qu'au moins auparavant, ils prenaient des technocrates, des meilleurs, ils ont sauvé quand même les apparences. Mais aujourd'hui, c'est l'aveuglement total. Aucune compétence, c'est l'incompétence. Il y a peut-être à quel niveau est tombé le niveau de l'incompétence, mais de la diplomatie algérienne. Je vous en prie, allez-y. Oui, moi. Voilà. Oui, je disais, il y a peut-être de la compétence aujourd'hui, mais il y a toujours certains ont parlé de délire complotiste. On a l'impression qu'en Algérie, alors vous parlez des Dohiyet tout à l'heure, parce que depuis des années, et même d'ailleurs sous le régime Tebboune, c'est toujours la même chose. C'est quoi? Ce sont des annonces, des scénarios qui sont faits pour faire diversion. L'Algérie est touchée aujourd'hui par un élément important qui vous touche, un fléau, c'est les libertés. Les gens ne restent plus. On parlait des migrants hier. Les Algériennes ne vivent plus en Algérie pour des raisons de pouvoir d'achat, d'économie, mais pas que. Il y a des gens très aisés qui partent parce qu'il y a ces problèmes de liberté, d'expression, de démocratie. Ces scénarios, ce délire complotiste peut-être, cette main étrangère, c'est constamment pour faire oublier les problèmes aux Algériens de liberté, d'économie, d'instrumentaliser, de divertir. Ben, écoute, l'idée du complot, il existe. Sauf qu'il existe du côté de ce pouvoir complotiste. Un pouvoir qui complote contre son peuple, contre ses propres enfants. C'est ça la nature de ce pouvoir. Un pouvoir qui a tué les héros de la Révolution. Il a tué Karim Belkacem, il a tué Khedar, ils ont tué des Chabani, Khmisti, et sont tortus pour se maintenir au pouvoir. Et chacun élimine ses adversaires. Et donc les complots, c'est des spécialistes du complotisme. Et à chaque occasion, ils avortent la révolution. Ils ont avorté la révolution ou le soulèvement d'octobre 88. Ils l'ont avorté. Ils ont avorté l'ouverture démocratique. Ils ont organisé un coup d'État contre le pluralisme, contre le processus démocratique. Et ils assassinent. Vous savez comment? Ils ont provoqué l'assassinat de 250 000 Algériens. Et des disparitions forcées de 23 000 Algériens. Et à ce jour, aucune enquête, aucune transparence. Et encore, ils ont provoqué un exode de plusieurs régions vers les villes durant cette décennie noire. Ils ont massacré 128 jeunes en Kabylie. Et ils sont retournés contre un peuple depuis 2020, contre ce Hirak qui a voulu une transition, un pouvoir démocratique. Eh ben, il a jeté les enfants et les filles et les enfants de ce peuple en prison. Plus de 11 000 arrestations depuis 2020. Le nombre d'arrestations au temps de Tebboune dépasse les 10 présidents, commençant de Benna jusqu'à Bouteflika. Donc, on n'a pas besoin de parler du complotisme parce que le complotisme est al-Mouradia. Était dans l'Algérie profonde. Et malheureusement, c'est ça la réalité qui blesse et qui fait mal. Merci.
Merci Ali Adjoudi de nous avoir un peu donné ces éléments. Vous parliez d'opacité, il y en a un en tout cas qui crie au scandale dans le cadre d'une enquête opaque, c'est l'avocat notamment de Boualem Sansal. On évoque dans le cadre de nos émissions et c'est une malheureuse affaire qui a mis en lumière lundi dernier de la part d'un certain nombre de politiques, d'artistes, de journalistes. C'était à Paris une soirée de soutien, mais qui a mis en lumière, beaucoup sont montés à la tribune pour parler de ces centaines notamment d'Algériens et d'Algériennes privés d'expression, privés de faire de la politique, privés de faire leur passion qui est notamment le journalisme. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau réagissait sur les antennes de BFM TV concernant la situation de l'écrivain. Sur nos accords avec l'Algérie, est-ce qu'il faut, de notre côté, que l'on continue à accepter les visas? Est-ce que les échanges doivent perdurer comme si de rien n'était, alors qu'on a cette rétention? Si vous me posez la question, vous savez à qui vous la posez et vous en connaissez sans doute la réponse. Je suis partisan, dans la majorité des cas et avec l'ensemble des pays, d'une politique de fermeté. Et c'est la réciprocité. Où les pays coopèrent avec nous, et alors on peut octroyer les visas, mais quand il n'y a pas coopération, moi je suis pour un blocage, et de façon très nette. Il y a un accord aussi très particulier, très dérogatoire, de décembre 1968. Trop dérogatoire. Bien sûr, beaucoup trop dérogatoire, qui pouvait correspondre à ce moment-là, du temps du général de Gaulle, qui ne correspond plus aujourd'hui à rien du tout. Mais encore une fois, c'est cette idée de la réciprocité, et j'espère que la relation entre l'Algérie et la France permettra de stabiliser les choses. Voilà, et puis dès ce matin aussi d'autres presses qui reviennent notamment sur ces détenus. Certains aussi évoquent la situation notamment du réalisateur Hossein Aidjala, qui est enfermé en prison aujourd'hui en Algérie et qui a ses deux enfants à Paris. Il y a aussi l'activiste Jamila Bentoui qui a donc 60 ans et mère de 3 enfants. Et puis entre autres, il y a aussi l'artiste Assalas aussi qui est classé de terroriste. Jameldine Benchenou, beaucoup derrière cette affaire. On parle aussi d'opacité, de réaction, de positionnement. Derrière cette affaire, je le disais, ça met en lumière la situation en Algérie. Je pense bien évidemment à Marcel Belabbas, à Ali Belhadj, Karim Tabou. Enfin, ils sont nombreux derrière aussi soit derrière les barreaux, ne pas pouvoir s'exprimer. D'autres ont quitté le pays. Un mot peut-être, voilà, dans ce contexte. Dans cette affaire-là, on a aussi une presse française qui réagit, parce qu'on a aussi des officiels en Algérie qui ne sont peut-être pas à la hauteur, une enquête qui n'est pas menée, des méthodes qui ne sont pas faites correctement, un avocat qui est privé de visa, un écrivain qui apparemment aujourd'hui est à l'hôpital ou à Kouléa. Il y a des choses très opaques. Jameldine Benchenouf. Oui, Chaban, personnellement, je dois dire que je suis à rebours de certaines positions de Sansal en matière de révisionnisme sur l'histoire d'Algérie, sur ses frontières, en matière d'islamophobie. Il tire sur tout ce qui bouge, tout ce qui se dit musulman, non pas islamiste, non pas intégriste, sur l'islam d'une façon générale. Ces déclarations très anti-palestiniennes et très pro-sionistes. Donc, moi, je m'affirme à rebours des positions officielles et déclarées de ce monsieur. Par contre, je ne peux pas ne pas dire que cet homme a été privé de ses droits essentiels. Qu'il soit algérien ou franco-algérien ou français ou tout ce qu'on veut, ne doit en aucun cas le priver de ses droits essentiels. Ceux pour lesquels mon ami ici présent, Ali Joudi, président de Riposte Internationale, se bat tous les jours pour les dénoncer, justement. Monsieur Sansal a été enlevé à l'aéroport, non pas interpellé, non pas convoqué, non pas placé en garde à vue ou en mandat de dépôt par un juge. Non, non, il a été enlevé par des barbouzes. Il a disparu pendant une semaine, personne n'avait de ses nouvelles, même pas sa famille, ni son avocat, ni ses amis.
Puis il a été privé de son droit le plus essentiel, le plus universel, qui est la présomption d'innocence. Le juge, à la limite, en plus que du fait qu'il disposait de toutes les garanties de présentation. Il n'était même pas nécessaire de le prendre en garde à vue. Il fallait lui retirer son passeport, lui donner une convocation pour le juge d'instruction, le laisser en liberté ou en garde, en résidence surveillée, le juger normalement, lui permettre de se défendre. Mais ce régime est connu. Aujourd'hui, les prisons algériennes sont pleines de prisonniers politiques, de détenus d'opinion, et pas seulement ceux du Hirak qui ont dépassé les 200 en ce moment, mais même les prisonniers qui datent des années 90, dont la moitié est morte. Ils sont morts dans le silence le plus absolu dans les prisons algériennes, sans que personne ne sache ce qu'ils ont enduré. Un régime qui fait accuser les gens du MAC et de Rachad, et dont plusieurs membres sont en prison, condamnés à de lourdes peines de prison. Moi, je vais vous dire, Chaban, moi, le MAC, je connais le MAC. Je me suis toujours opposé à lui dans l'ordre des idées politiques. Je m'oppose à des séparatistes qui veulent tronquer mon pays, qui veulent le réduire d'une partie essentielle de son territoire. Je les combats politiquement. Mais en aucun cas, le MAC n'est un mouvement terroriste. Tous les Algériens le savent. Alors ce régime, il blâme la France de recevoir les gens du MAC et de Rachad et de les aider activement, selon les termes de la presse algérienne. Ce n'est pas vrai. Les gens du MAC n'ont jamais été terroristes, ni ceux de Rachad, où je compte de nombreux amis, qui sont des opposants très sérieux, très pacifiques, qui n'ont jamais appelé à la violence. Bien au contraire, pendant le Hirak, ils ont appelé à des mouvements protestataires, civiques, civilisés, pacifiques. Mais par contre, de l'autre côté de la barrière, ces barons du régime qui sont installés en France ou qui sont en train de se préparer pour s'installer en France, leurs enfants qui font des études, leurs familles eux-mêmes qui vont se soigner là-bas, qui ne se soignent jamais en Algérie, qui soignent là-bas avec l'argent de la sécurité sociale algérienne, alors qu'ils sont tous des milliardaires, des gens qui blanchissent depuis des décennies le fruit de leur rapine en France. Vous savez qu'en France, il y a plus de 500 ex-ministres, 500 ex-ministres sur environ 700 à 800 ministres depuis l'indépendance. 500 sont installés en France avec leur famille, 500 ou plus. Des milliers de hauts cadres sont installés en France. Des centaines d'officiers supérieurs à la retraite sont installés en France. Des milliers d'enfants d'officiers supérieurs, dont des généraux-majors, sont installés en France. Certains parmi eux ont non seulement la résidence, mais la nationalité française. Et tous ces gens-là viennent nous parler de complot de la France contre l'Algérie que eux, les dignes héritiers de nos chouhada Rabbi Hamam, défendent. Et c'est quoi? C'est ridicule, c'est honteux, c'est impudique. Je ne trouve pas suffisamment de mots pour en parler. Je m'étonne, et j'en aurais fini, Chaban, je m'étonne que nos compatriotes, nos élites restent aussi silencieux, qui continuent de raser les murs de la politique, qui ont peur de s'exprimer, de dénoncer ces gens, de voler au secours de leur pays, de leurs compatriotes. Merci. Je suis très étonné et très choqué par cette passivité. Merci d'avoir été avec nous. Ali Hadjoudi, le temps passe très vite, mais bien évidemment, vous avez la parole pour réagir derrière cette affaire, sur cette mise en lumière du manquement de liberté, notamment au pays. Ali Hadjoudi.
Oui, merci d'abord, merci pour tous ces témoignages de mon ami Jamel, mais juste dire que actuellement il y a 215 détenus dans les géants du pouvoir. Et toute la classe politique, pratiquement tous les opposants, sont sous contrôle judiciaire quand ils ne sont pas en prison. Et les partis sont dissous, la Ligue des droits de l'homme, RAJ, PST, etc. Et le problème, c'est que c'est ce verrouillage. Il y a 8000 journalistes, mais pratiquement c'est 8000 salariés parce que les journalistes ne peuvent plus exercer. Et les titres de journaux et ces chaînes de droit étranger sont des outils de propagande du pouvoir. Et le problème, c'est que ce pouvoir qui n'a aucune vision politique, aucune culture politique, tout ce qu'il sait faire, c'est la violence, c'est des réactions négatives. Et cette violence qui exerce contre son peuple depuis des années, maintenant, il commence à l'exercer contre ses partenaires. Tous les pays qui nous entourent sont devenus des ennemis. On n'a plus d'amis. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde arabe, on a tout le monde sur le dos et on continue à mentir au peuple, dire nous sommes une grande force régionale, tout le monde est jaloux de nous, notre économie se porte bien. Vous savez, l'Algérie de 20 heures, c'est un rêve, c'est un paradis. Malheureusement, les Algériens vivent le marasme. C'est pratiquement les années d'indépendance de 1962. Sauf qu'à cette époque, l'histoire est permise. Aujourd'hui, ils ont réussi à installer le désespoir, même dans les cœurs des plus optimistes. Merci Ali Adjoudi, merci de nous d'avoir été président de Riposte International. Vous venez de publier, c'est pas terminé, notamment le bilan des libertés en Algérie pour 2024. Et puis Jamaldine Benchenouf était avec nous, éditorialiste et journaliste. Le vent des jours, voilà. Première partie, Jamaldine Benchenouf qui publie le vent des jours. Je vous invite à retrouver son œuvre sur Internet. L'équipe en régie, merci. Désolé pour ce retard. Salim Saleh, vous allez retrouver juste derrière pour El Rom. Mohamed Bachou, je vous donne rendez-vous. Et puis l'autre fille, Double Canon. Demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver mon ami et confrère Anassad. Je vous dis bonne soirée à tous.